Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à trois belles disciplines. On va commencer autour du paddle, du trail et de l'escalade. Trois pratiques qui sont très différentes, mais une même dynamique, des sports qui ont été longtemps perçus comme un peu communautaires, émergents ou alternatifs. La question qu'on va se poser, elle est simple, c'est comment changer d'échelle sans perdre de fait le succès initial de ces pratiques. Donc les intervenants du jour, nous avons Camille Sirex, membre de l'équipe de France de Padel, José Manuel Escoin-Cano, président fondateur du groupe Casa Padel, et Florian Lamblin, executive director du TMB International, et Steve Guillou, président d'Arcos. Petite question pour commencer pour tous les quatre. Donc vous représentez trois sports totalement différents. Qu'est-ce qui explique que ces pratiques deviennent aujourd'hui des vrais marchés ? Je peux commencer. C'est vrai que je pense que le paddle il répond à des attentes, les attentes qu'ont les gens en ce moment, c'est-à-dire découvrir une expérience qui est facile à partager, qui est aussi facile à comprendre. Et aujourd'hui, donc, sur un terrain de paddle, donc pendant 1 heure, 1 heure et demie, on a 4 personnes qui passent un bon moment, quel que soit leur niveau. Et je pense que cette simplicité, elle crée des communautés, puis ensuite des clubs, puis ensuite des entreprises. Et finalement, quand une pratique crée autant de récurrence et aussi de liens sociaux, elle finit par naturellement devenir un marché. Je vous laisse rebondir et ajouter quelque chose sur le paddle. Elle a tout résumé, mais j'apporterai une petite précision, c'est que le paddle existe depuis 40 ans déjà. Dans d'autres pays, ça a été un succès parce que c'est un sport qui est synonyme de convivialité et, comme Camille le dit, facile d'apprentissage. Et donc, quand on commence une activité qui est facile d'apprentissage et qui devient addictif, on a toutes les indicateurs communs pour créer des lieux de vie qui deviennent, comme le dit Camille, des lieux de business indirectement. Et je m'adresse à vous, Florian, on voit le succès aussi de l'UTMB, même médiatiquement, qui est croissant, le nombre d'inscrits qui doit suivre. Quelle est un peu la dynamique en ce moment autour de l'UTMB ? Oui, c'est vrai que le trail est un sport qui s'est développé finalement assez récemment. C'est un sport qui s'est développé de manière très déconcentrée historiquement, dans plusieurs pays d'ailleurs, sous différentes formes. Et puis on voit que ces 10 dernières années, en particulier ces 5 dernières années, le sport a vraiment grandi très fortement. Je pense que sous plusieurs effets. Le premier, c'est que je pense que le trail reflète aujourd'hui est assez consubstantiel aux évolutions de la société elle-même. On a une société qui aspire à retourner à la proximité avec la nature, à plus d'authenticité, peut-être retrouver certaines valeurs que la société a pu perdre. Et on a eu un phénomène accélérateur qui a été aussi le Covid. Le Covid a beaucoup donné le sentiment aux gens qu'il fallait qu'ils se rapprochent aussi de la nature et qu'il fallait qu'ils se retrouvent plus proches de choses simples finalement. Donc je pense le trail finalement s'est trouvé au bon moment comme un catalyseur des envies de la société. Et sa force, c'est que c'est aussi un sport assez universel finalement. C'est un sport qu'on a vu émerger dans beaucoup de pays en même temps, en France, en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Thaïlande, au Brésil. Donc tout ça s'est fait de manière assez concomitante. Et après, il y a plusieurs éléments qui ont renforcé, qui ont accéléré la croissance du trail ces dernières années. D'abord, les organisateurs comme le groupe UTMB et comme d'autres organisateurs qui ont accompagné ces pratiques, qui l'ont structuré, qui l'ont rendu accessible pour que ce soit plus un sport uniquement de niche, mais un sport accessible à tous, qui soit plus accessible aux jeunes, qui soit plus accessible aux femmes. Donc je pense que ce mouvement des organisateurs, il a contribué aussi au développement et à la structuration dans la bonne direction du trail. Les marques s'en sont emparées, des marques comme Oka, Nike, Adidas ont tous développé des verticales trail spécifiques ces dernières années. Donc forcément, quand des marques de cette dimension investissent un sport, ils lui donnent une dimension particulière. La troisième chose, je pense, c'est la force de sa communauté. Le trail, tu parlais tout à l'heure de la communauté en trail, c'est vrai aussi, la communauté est extrêmement forte, a des codes, des valeurs extrêmement fortes. Et ça, c'est une force terrible, positivement, dans le sens positif du terme, pour le développement d'un sport, la force de sa communauté. Et le dernier point, je pense, qui a permis la structuration ou cette croissance du trail, c'est l'accompagnement des gouvernements, des politiques publiques. Le trail est un peu au carrefour des politiques
de promotion du sport, du tourisme, de la santé, de l'attractivité des territoires. Et du coup, finalement, on a avec nous beaucoup de gouvernements, d'institutions qui se sont saisis du trail comme un levier de politique publique. Est-ce que cette dynamique, elle est aussi similaire au niveau de l'escalade indoor, où on est encore au balbutiement? Non, je pense qu'on a beaucoup de points communs avec mes voisins. L'escalade, finalement, c'est un sport qui vient de l'extérieur, comme le trail. C'est un sport de nature au départ, qu'on a finalement depuis une trentaine d'années mis à l'intérieur, en indoor, au début pour s'entraîner, et maintenant comme une pratique à part entière. Et c'est ce sport-là, depuis, qui a explosé en France, et en France et partout dans le monde d'ailleurs, depuis on va dire une quinzaine d'années, avec des lieux de pratique hyper conviviaux. La plupart des sites ont un bar attenant. Enfin, on vient passer un bon moment quand on vient faire une séance d'escalade. Et c'est le cœur finalement, c'est le cœur de notre métier. C'est faire passer aux gens des bons moments. Et évidemment, le sport est primordial. Jamais oublier la qualité. Proposer une expérience d'escalade premium le plus possible, dès qu'on le peut. Et voilà, et créer cette communauté. C'est ce point-là, la convivialité, la communauté, je vais me tourner vers vous, Camille et José Manuel, c'est le padel qui semble cocher énormément de cases sur l'accessibilité, le côté social, convivial, et qui est donc aussi business compatible. Comment vous expliquez cette accélération côté pratique et côté business, côté marché? Je vais prendre la parole sur le côté... Alors c'est très important ce qu'on dit, la communauté. Nous, Casa Paddle, quand on a ouvert il y a 10 ans, on avait cette communauté et Casa Paddle a aujourd'hui une référence sur l'expertise de ce sport. Mais c'est un sport qui était aussi un sport outdoor. Et malheureusement ou heureusement, à cause du Covid, excusez-moi, à cause du Covid, on a ce sport qui a été découvert par des milliers de pratiquants qui ne connaissaient pas ce sport, qui était juste développé dans le sud de la France. Et aujourd'hui, c'est un sport où il y a la convivialité, le côté intergénérationnel. Donc ça, c'est important parce que la communauté, elle va de 7 à 77 ans. Et nous, on a été les premiers à digitaliser cette communauté à travers des applications, des organisations de parties, des réservations de parties. Et ça nous a permis de industrialiser un modèle économique convivial en des lieux de vie où l'expérience client, comme les autres sports, est vraiment important. Et nous, l'expérience client, elle passe par le paddle, mais des activités connexes. Et ces activités connexes, c'est elles qui donnent aussi un surplus à notre business model. Et donc, aujourd'hui, il y a des effets d'annonce. Il y a beaucoup de marques qui arrivent aussi sur ce sport. On entend parler, Adidas est là depuis le début, mais Nike est en train de s'intéresser au paddle et à la compétition qui est aujourd'hui omniprésente dans nos centres. Comment tu l'observes côté donc pratique pour le coup? Mais c'est vrai que moi, en tant que joueuse de haut niveau, j'ai vraiment vu un basculement dans l'évolution du paddle. Je l'ai vraiment vu passer dans une autre dimension. J'ai commencé donc, il y a 4 ans. Avant, je jouais donc, au tennis, donc j'étais aussi joueuse professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de tournois, de plus en plus de partenaires qui nous accompagnent. Le prize money qui augmente, pas assez, mais il augmente. Et c'est sûr que, évidemment, cette accélération, elle est liée au développement des infrastructures, aux investissements, mais elle est aussi liée à nous, aux athlètes, parce qu'aujourd'hui, on ne se contente pas seulement de jouer, on partage notre quotidien, on crée des communautés sur les réseaux, on participe en fait au développement, à la mise en lumière de ce sport, et on attire des partenaires. Et finalement, cet écosystème qui grandit, on y participe aussi. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai aussi co-créé Allure, qui est un business club féminin. Donc, ce sont des femmes qui entreprennent, donc qui sont des entrepreneuses, des dirigeantes qui se rassemblent autour du paddle. Et aujourd'hui, le paddle, c'est plus qu'un sport. C'est vraiment un outil de rencontre, un outil de projet, d'opportunité. Et c'est ça qui est génial. Et je pense que cette accélération, elle est vraiment liée à tous les acteurs du paddle qui évoluent ensemble et qui participent chacun à faire avancer le sport. Je vais revenir sur une notion que Florian évoquait, sur le fait que le sport a été très fragmenté. Comment on développe un sport justement qui a
autant d'attaches différentes sur plein de géographies? Oui, j'en parlais, j'en parlais tout à l'heure, le trail il s'est développé de manière différente dans différents pays. Il est né en Angleterre dans les années 30, aux États-Unis dans les années 60, en France dans les années 80, au Japon, en Afrique du Sud. Donc il y a eu vraiment un enjeu de se dire à un moment, qu'est-ce qu'on fait de cela? Comment on respecte la diversité des pratiques? Mais d'un autre côté, comment ne pas nier que le sport est en transformation, en croissance et qu'il faut le structurer? Pourquoi le structurer? Pourquoi apporter de la gouvernance? Parce que sinon, il y a un risque que le sport il se développe dans une mauvaise direction, qu'il prenne de mauvaises pratiques et qu'à la fin, il déploie une mauvaise image. Donc comment on fait? Ça nécessite d'abord, dans un premier temps, de se réunir, les acteurs du sport autour de la table. On a la chance dans le trail, même si on a un sport où la gouvernance est en train d'être créée, d'avoir des acteurs qui se parlent. Donc on parle avec World Athletics, on parle avec les fédérations internationales, on parle avec les autres organisateurs, les autres circuits. Les athlètes sont réunis dans un syndicat avec lesquels on parle. Donc c'est se réunir autour de la table et définir des sujets communs. Chez nous, les sujets communs pour structurer, pour renforcer la gouvernance du sport, c'est d'abord la structuration d'un calendrier. Quand on a des organisateurs publics, privés, des fédérations qui organisent des compétitions tout au long de l'année, sans un calendrier harmonisé, ce sport devient compliqué, illisible pour les spectateurs ou les participants, difficile pour les athlètes de haut niveau aussi qui doivent faire leur choix dans ce calendrier. Donc la première chose, c'est d'établir un calendrier. La deuxième chose, c'est d'établir des règles sur l'aspect sportif, sur les contrôles antidopage, sur les prize money. Comment harmoniser les pratiques pour que les choses aillent dans le bon sens? Comment impliquer les marques qui aujourd'hui sont celles qui rémunèrent les athlètes pour qu'elles déploient des contrats solides avec les athlètes? Donc tout ça, ça nécessite qu'on se mette ensemble. Et la deuxième chose qui est importante dans la gouvernance, au-delà de réguler, c'est de définir des combats ou des sujets communs. Donc par exemple, comment nous, les acteurs du trail, on peut mieux, en se réunissant, on peut mieux défendre la cause environnementale? Comment on peut mieux défendre la sécurité ou l'expérience des coureurs? Tout ça, c'est des choses qu'on pourrait faire, nous, à notre niveau individuel dans le groupe UTMB, mais qu'on préfère faire à un niveau collectif parce qu'on pense qu'on a plus de poids. Donc on est vraiment dans cette phase-là où on a décidé de se réunir avec les acteurs, de ne pas faire cavalier seul pour pouvoir amener le sport dans la direction qui va assurer les conditions de sa pérennité à 20 ans, 30 ans, 50 ans. Steve, vous avez insisté sur une notion qui est un peu différente autour du loisir notamment. Excusez-moi, j'ai perdu ma question. Comment on fait pour que l'escalade, qui est aujourd'hui une pratique plus tournée vers le loisir, devienne plus professionnalisante et plus sportive? Alors, je ne sais pas si je le présenterai comme ça. Je dirais qu'au contraire, au début, c'était une pratique sportive. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des grimpeurs qui grimpent depuis très longtemps et pour qui on a créé ces premières salles. Finalement, nos premières salles, on les a créées pour des grimpeurs, pour des gens qui grimpaient déjà, qui avaient envie de s'entraîner. Et petit à petit, en fait, notre offre a créé cette demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre clientèle, finalement, si on regarde en nombre de personnes, il y a 70% qui sont là pour le loisir. C'est-à-dire qu'on a 30% de réguliers et 70% qui viennent moins de 5 fois par an. Donc ils viennent au loisir, ils viennent faire de l'escalade comme s'ils allaient faire du bowling ou aller au cinéma. C'est une sortie entre copains, c'est une sortie en famille. Donc on vient passer un bon moment à l'escalade. Et justement, on a vraiment, nous, on est à la frontière entre le sport et le loisir, ce qui fait un peu, je pense, qui nous différencie un peu même si je pense que le paddle a quand même un aspect un peu loisir. Mais on a beaucoup de pratiquants qui sont là uniquement de temps en temps pour s'amuser. Et effectivement, c'est des publics complètement différents à cibler. C'est-à-dire que les grimpeurs, je veux dire les vrais grimpeurs, mais ceux qui sont réguliers, c'est une cible complètement différente à cibler que la famille qui vient faire son anniversaire chez Arcos, ou le parent qui inscrit son enfant à l'escalade, ou un EVG entre copains le week-end. Donc on a vraiment des cibles totalement différentes. Et comment ça change le business model? Comment on a une partie donc, qui est davantage tirée par le loisir? Comment ça se traduit? Je ne sais pas si ça change d'un point de vue marketing, parce qu'on a plusieurs cibles à adresser. Et ça change en termes de crise. Parce que typiquement, le sport, en ce moment, ça fait quelques années que c'est un peu compliqué, le pouvoir d'achat est un peu tendu. On baisse moins ses dépenses de sport qu'on ne baisse ses dépenses de loisirs. C'est-à-dire que nous, notre clientèle sportive n'a pas bougé. Par contre, notre clientèle de loisirs, celle qui venait de temps en temps,
clairement à baisser ses dépenses de loisirs, que ce soit en dépenses d'escalade ou en dépenses de restauration bar chez nous. Donc c'est ce qui fait la complexité de notre modèle et aussi notre force, parce qu'on a quand même deux piliers sur lesquels ça se fonder, mais on doit réagir différemment en fonction de ses publics. Comment on essaye de garder l'ADN de son sport quand il est en pleine croissance, qu'on ne se contente pas de faire, on va dire, seulement du business, mais aussi comment on fait pour pas faire que ça bouge, que ce soit au niveau des règles, etc. Comment on garde l'authenticité de son sport quand il est en pleine croissance? Je me tourner vers vous, José. Alors, juste avant de répondre, pour compléter, c'est vrai que l'escalade et le paddle ont beaucoup de similitudes. Nous aussi, on a une clientèle loisir et je pense que le sauf-conduit du paddle et du développement du paddle en France, nous, on a fait un choix dès le début, c'est de créer une activité B2C qui se remplit naturellement avec la digitalisation de notre offre. Mais le B2B est important. C'est-à-dire que nous aussi, on reçoit aussi des anniversaires pour enfants, mais on a des séminaires, des team building d'entreprises. Donc, on apporte un complément au sport loisir avec le B2B. Donc, est-ce que c'est une manière de ne pas dénaturer notre sport? Je pense que c'est une manière de le sauver. C'est-à-dire que c'est une manière que ça soit un business model rentable qui intéresse les investisseurs, qu'on maintienne notre ADN. Et notre ADN, c'est l'expertise du paddle. On a la chance d'avoir... en parallèle, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Cœur Paddle, qui permet d'accompagner les sportifs de haut niveau, comme Camille qui est présente aujourd'hui, dans leur activité professionnelle, parce que c'est devenu une profession. On est dans les balbutiements. On est dans une phase de structuration, à la différence de l'escalade qui existe depuis très longtemps. Et en plus, pour la petite histoire, ils avaient organisé un événement chez nous en 2016. Donc aujourd'hui, je pense que pour ne pas dénaturer notre sport, on doit lui apporter des compléments comme le B2B, les team building, les séminaires d'entreprise et aider le développement de la compétition comme des carrières que Camille est en train de... future championne de France, j'annonce. On le souhaite. Camille, justement, en tant qu'athlète, comment on observe? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé depuis que vous avez commencé le padel, qu'il y avait un changement d'ADN, ou justement vous pensez que ça a été préservé? Je pense que c'est encore préservé dans le paddle, mais je ne vais pas prêcher pour ma paroisse pour le coup. Je pense qu'évidemment, il faut développer le haut niveau. Et évidemment, il faut se concentrer aussi sur les évolutions de business parce que le paddle permet ça. Mais je pense que pour répondre à ta question, pour éviter de perdre cet ADN, c'est vraiment de se recentrer sur les pratiquants. Et aujourd'hui, les pratiquants, et je pense que c'est vrai dans nos trois sports, ils viennent pour prendre du plaisir. Et je pense que si on n'oublie pas ça, parce que c'est eux qui font le sport en premier lieu, je pense qu'on peut continuer à grandir et façonner cet écosystème tout en préservant l'ADN du paddle et de ces sports en fait, qui sont plaisir, de partage, de lien social. Et quand on sait ça, je pense qu'on peut créer autour des moments, un espace, des événements qui garantissent cet ADN justement. Et comment on fait grandir sans trop institutionnaliser à l'excès? Là, je vais me tourner vers vous, Florian. D'abord, juste revenir une seconde sur l'aspect ADN qui est aussi important dans notre sport. Je pense que c'est pas l'absence de développement qui protège l'ADN d'un sport. Je pense que c'est la qualité du développement de ce sport. On est vraiment attaché là-dessus, à cela. On ne se dit pas pour préserver les valeurs initiales du trail, on ne va rien faire. Si on va le faire, mais en garantissant la qualité. Je rejoins ce que tu disais sur l'expérience coureur, par exemple. Comment on l'a fait, nous, concrètement? On a défini notre étoile polaire, notre why, en quelque sorte. On a dit que notre why, c'était rassembler les gens et les connecter à la nature. Ça, c'est vraiment notre mantra, notre étoile polaire. Et grâce à cela, le fait d'avoir défini cette phrase fait que chaque décision qu'on prend, on reste authentique par rapport à notre étoile polaire et du coup aux valeurs qui sous-tendent notre entreprise depuis le début. Donc ça a été vraiment notre manière de préserver notre ADN. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui lié à l'expérience des coureurs, lié à la préservation de l'environnement, lié à la promotion de l'inclusion de la pratique féminine dans le trail, lié au lien avec la communauté, lié au développement du sport, on le fait parce qu'il est relié à notre why et qu'on sait qu'en gardant cette étoile polaire en tête, on ne trahira pas notre identité initiale. Comment on se développe sans
voilà, sans trop institutionnaliser. D'abord, je pense que au plus une marque devient globale, au plus elle doit travailler le local. Nous, on a maintenant un circuit avec 65 événements. C'est un grand circuit. On fait courir 200 000 coureurs dans le monde chaque année. Mais néanmoins, au plus on s'est développé, au plus on a mis l'accent sur l'aspect, l'ancrage territorial, l'identité propre de nos événements. Je pense que c'est important dans son développement de cultiver son identité locale, même si on se globalise. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est ce qu'on a cherché à préserver. Pour conclure, je vais poser une question ouverte à vous quatre et je vais commencer par Steve. Qu'est-ce que vos 3 modèles disent du sport de demain ? Un peu philosophique. Ouais, bonne question. Non, je pense que je vais embrayer dessus. On est complètement d'accord. Je pense qu'il faut que notre ADN est très fort et qu'il faut pas l'oublier en route. Effectivement, cette étoile polaire, je pense qu'on a un peu la même. C'est de proposer des offres de qualité à tout le monde. Et on peut se développer, mais il faut savoir être solide sur ses bases, continuer à mettre la qualité et l'ambition là où il faut. Voilà, il faut être. Ta question était un peu philosophique, effectivement. Je vais me tourner vers toi, Camille. Au-delà d'un titre de championne de France qu'on te souhaite sur les prochaines années, justement, qu'est-ce qu'on peut espérer et qu'est-ce que tu aimerais voir dans le padel sur les prochaines années à venir ? Je vais te parler forcément du développement des femmes. C'est vrai qu'encore on a un sport où on est peu nombreuses, trop peu nombreuses, alors que c'est vraiment un sport accessible à tous et à toutes. Et les femmes peuvent vraiment prendre du plaisir, mais c'est vrai qu'elles se mettent encore malheureusement beaucoup de barrières, alors que les clubs aujourd'hui, comme le disait Rossé, sont vraiment des lieux de vie où elles peuvent vraiment s'épanouir. Donc moi, avec évidemment le business club Allure que je suis en train de créer, notre objectif c'est ça, de créer des espaces et de communiquer pour dire vous avez votre place et vous pouvez vous épanouir et évidemment créer du réseau parce que le paddle permet ça grâce au lien social. Donc c'est ce que tu peux me souhaiter au-delà de mes résultats sportifs qui j'espère seront bons. Tu voulais ajouter quelque chose ? Juste sur ce qu'on peut souhaiter au sport pour le futur, c'est avoir une TVA réduite sur la pratique sportive. Je ne sais pas si vous le savez tous aujourd'hui, le sport aujourd'hui, pour pratiquer le sport, c'est taxé à 20%. On a 20% de TVA. Alors que quand on va au loisir, je sais pas, on va chez Disney, on va à la fête foraine, on va faire du trampoline, peu importe, c'est 10%. On va avoir un match de foot dans un stade, c'est 5,5%. On va visiter un stade, c'est 10%. Par contre, on va jouer au foot dedans, c'est 20%. Donc il y a une vraie injustice aujourd'hui là-dessus. Et clairement, on peut se le souhaiter pour le futur. Le message est passé. Merci à vous d'avoir été avec nous.